Thank you very much. It's truly a pleasure to be here. I'd like to thank the organizers of this meeting, which looks extremely well organized. It's been a pleasure being here in Paris once again. It's my second time just this year, and I have no complaints. I love France. I wish I could speak your language, which is beautiful, but I'm not that smart. So excuse the English, you have to do it for today. So my talk today here, it's going to diverge from the first two speakers, because sometimes we do not have the opportunity of actually saving the vital pulp. As a specialist working in the United States, usually I don't see those patients, and I wish I did see those patients. Very rare I see a vital pulp. It's mainly badly infected, abscessed teeth. And in certain cases, that occurs with children, and that is a huge problem. So that's what we're going to be talking today about. All right, so I'm going to present the existing evidence on this new treatment modality. Please, that's my email address. In case you have any questions or concerns, you can email me later. If we don't have opportunity. Inquiétude, si vous avez des opportunités, si on n'a pas la possibilité de se parler ici, vous pourrez toujours m'envoyer un mail. Mais la dent immature est un véritable défi clinique. Un cas comme celui-ci, par exemple, n'est pas inhabituel dans notre pratique. Un jeune patient avec une dent immature qui est déjà nécrosée. Alors, quelle est l'alternative crédible ici? Eh bien, oui, on peut faire un traitement de dévitalisation et dans des conditions optimales avec une digue en caoutchouc, sous microscope, on peut obtenir un succès important. Cependant, le traitement fera peu pour l'établissement de réponses physiologiques de la part de la pulpe. Et le problème ici, un des problèmes principaux, est le traumatisme. Il peut arriver jusqu'à 35% des patients. C'est une superbe étude qui vient de Scandinavie, vous reconnaissez les noms. Et les enfants, bien évidemment, sont à un plus grand risque de traumatisme et puis de nécrose à cause d'anomalies dentaires, comme la dens invaginatus. Environ 65% des cas qui ont subi un traumatisme se soldent par une nécrose pulpaire. Excusez-moi. Donc, il y a très peu de choses qui peuvent être faites pour ces patients. Et souvent, ça conduit à une à une avulsion des dents, et ça peut être dévastateur d'ailleurs. Alors, les alternatives sont une apexification ou bien une régénération dentaire. Et voici une animation de la procédure et de l'intervention. Avant de commencer, je voudrais mettre l'accent sur certaines caractéristiques des dents immatures. Donc, parois minces. Ici, cette structure, vous vous rappellerez, en leçon d'embryologie, sur les organes, sur le développement des dents, que ces cellules mosaïques contiennent au sein de la papille, forment la racine par le biais de l'interaction. C'est donc une interaction épithélium et d'un autre organe qui va dicter la forme de la peau. Et donc, si cette pulpe est nécrosée, s'il y a une nécrose pulpaire, ce processus est interrompu. Et donc, au lieu de faire une dévitalisation, je vais regarder, je vais vous montrer ce que nous faisons à l'heure actuelle. Donc, nous allons désinfecter avec de l'hypochlorite à 1,5%. On va drainer, on va mettre une pâte antibiotique ou un autre agent. Deuxième visite, on élimine tout ça et on a une autre solution moins concentrée de DTA. Et puis on va provoquer le saignement, ensuite coagulum, membrane de collagène, matériaux bioactifs et ensuite ciment ionomère et ciment ionomère. Et voici comment nous procédons. Move along.
We've shown in San Bleeding Antonio. is induced by rotating a pre-bent That's my size narration. 25K file 2 millimeters past the apical foramen. Voilà. C'est ma voix que vous avez entendue à l'enregistrement. Nous avons pu démontrer pour la première fois en 2011 à San Antonio que cette procédure de revascularisation, ça entraîne l'arrivée de cellules souches à l'intérieur de la dent. Et ça multiplie par 600 ça multiplie par 600 la concentration en cellules mésenchymateuses. On a également démontré en 2015 que c'est possible pour des dents adultes complètement matures. Ça a été publié. Je vais vous montrer un cas. Un garçon de 12 ans avec des antécédents de douleur au cours des 6 derniers mois. Donc ça fait 6 mois qu'il souffre d'une infection. Et c'est typiquement ce que l'on constate. Ils vont voir un dentiste, un omnipraticien, mauvaise gestion, mauvaise prise en charge, parce que malheureusement, ce type de dents, avec cet aspect-là, c'est difficile, on ne sait pas comment traiter. Donc, ils ont tenté une pulpotomie, ça n'a pas fonctionné. Et donc, le pauvre gamin a souffert pendant 6 mois. Donc, il vient nous voir. Vous avez cette énorme lésion apicale, cet abcès énorme. Donc un œdème en vestibulaire. Comment traiter, comment prendre en charge ce patient? Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour ce patient? L'apex n'a pas été formé. La racine n'est qu'à demi édifiée. Bien, avec une technique de régénération, revascularisation ou revitalisation, bon, on parlera des définitions tout à l'heure. Mais bon, le rappel 1 an plus tard... Formation de la racine et les différents tests sont conclusifs, notamment le test électrique pulpaire, le test à froid, etc. Et la racine a bon aspect, même longueur à peu près. Voici donc un résultat absolument exceptionnel. Alors tous les cas ne sont pas comme ça, mais c'est un excellent résultat. Un résultat qui aurait été impossible il y a encore quelques années. Un deuxième cas de l'université de Maido, en Thaïlande. Une patiente de 11 ans, des antécédents de douleur, un œdème sur la dent numéro 20. Une dévitalisation est impossible. Donc on intervient. Voici les résultats. À 1 an, à 3 ans. Et voyez, la bifurcation, même la morphologie de la racine semble convenir, semble très favorable. Donc, excellent résultat. L'Association américaine des endodontistes a publié cet ouvrage, et notamment la définition suivante. L'endodontie régénératrice, ce sont des procédures à fondement biologique conçues pour remplacer, pour remplacer des structures endommagées, notamment les structures dentinaires et racinaires, ainsi que les cellules du complexe pulpodentinaire. Donc, l'objectif de ces procédures consiste à remplacer des tissus vivants, des tissus cellulaires vivants, qui ont disparu à cause de la pathologie. Ça, c'est l'objectif, mais c'est pas du tout la prétention. Quelle est la prétention? Notre prétention est de régénérer ces structures endommagées. Donc, il y a différence entre prétention et objectif. Notre objectif reste le suivant, on veut remplacer ces cellules. Troisième cas, traité par mes soins, un gamin de 14 ans, traité au Mexique, et quelqu'un lui a dit il faut une dévitalisation. Bon, donc la dévitalisation a été pratiquée, le gamin a développé un abcès. À l'époque, j'ai envisagé les choses. Est-ce qu'il fallait revitaliser? Est-ce que c'était indiqué? Mais vous avez le nerf alvéolaire inférieur et qui est tout près et j'ai pas envie de l'effracter. Je veux pas m'approcher de si près. Donc, quelles étaient les solutions possibles? Juste avant l'apexification, eh bien, j'aimerais mettre en exergue les difficultés de cette intervention. Une fois qu'on a traité pharmacologiquement, la membrane de collagène est placée. Vous la voyez ici. Voyez? La flèche, c'est une membrane en collagène
qui remplace l'APEX pour contenir le MTA. Donc vous avez le MTA au-dessus et ce qui va protéger le nerf alvéolaire inférieur. Donc ce n'est pas une procédure, ce n'est pas une intervention toute simple, hein. Il ne s'agit pas simplement de mécher, de condenser le matériau d'obturation. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu des soucis techniques. Parfois, il y a des soucis techniques lorsqu'on ne se rend pas compte de la difficulté du cas. Maintenant, lorsqu'on compare l'apexification à l'endodontie régénératrice, c'est une énorme polémique à l'heure actuelle, car les gens ont tendance à comparer les torchons et les serviettes. Pourtant, il faut la même base, la même ligne de référence. Il ne faut pas comparer les torchons et les serviettes. Un traitement non chirurgical du canal radiculaire d'une part et l'apexification d'autre part. Il s'agit là de deux choses complètement différentes. Donc cette année, on a mis en place la fameuse pyramide à 3 niveaux avec différents résultats cliniques. Stéphane l'a présenté ce matin, enfin aujourd'hui au cours de son intervention. Donc merci beaucoup Stéphane. Voici donc une façon différente de voir les choses. À mon avis, dans l'art dentaire, de manière générale, il faut vraiment que le patient passe avant tout. J'ai beaucoup apprécié les interventions précédentes. On en revient toujours à la même idée, hein. Le patient est au cœur de tout et doit faire partie intégrante du processus décisionnel. Donc, à la base de la pyramide, on trouve le patient. Pour quelle raison? Parce que c'est important pour le patient que la maladie, que la pathologie soit résolue, qu'il n'y ait pas d'œdème, de drainage, de douleur. La survie de la dent, c'est important également. La fonction, bien évidemment. Et puis l'esthétique est importante pour le patient. Voici donc les priorités du patient. Il ne faut pas que ça fasse mal, que la dent soit dans la bouche et que ça ait bel aspect. C'est tout ce qui le préoccupe. C'est ce qu'on appelle les résultats axés sur le patient, les priorités du patient. Mais le clinicien a ses propres priorités. Si on regarde la radio, on fait un test de vitalité pulpaire, on traite la dent, on veut voir si la racine continue de se développer. Le patient, il s'en fiche un peu. Mais c'est là une priorité pour le clinicien. Et c'est aussi important que les priorités du patient, il faut se pencher dessus également. Et donc, au sommet de la pyramide, vous avez les résultats axés sur l'aspect scientifique. Moi, je suis scientifique, je suis clinicien. Je gère un laboratoire parallèlement à mon travail clinique. Et pour moi, tout est important. Et le sommet de la pyramide est tout aussi important, car il faut mettre la barre très haut, le plus haut possible, avoir les meilleurs résultats possibles. Mais les résultats, tout en haut de la pyramide, n'ont pas d'incidence sur les résultats prioritaires du patient. Les patients, peu leur importe s'il y a des odontoblastes au sein de la dent. Moi, aucun patient ne m'a posé la question. J'ai un odontoblaste dans ma dent? Non, jamais on m'a posé cette question. Ça ne les préoccupe pas. Penchons-nous sur les priorités du patient. Voici donc une étude australienne. L'équipe a analysé de façon prospective 16 cas consécutifs, dont 13 cas de traumatisme, donc des incisives centrales traumatisées. Il faut vraiment regarder l'étiologie. Est-ce qu'il s'agit d'une évagination dentaire? Est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme? C'est important parce que les résultats sont très différents. Ici, la plupart des dents sont des dents traumatisées, donc il y a un biais s'agissant de la sélection étiologique. Mais c'est une analyse prospective et 90% des dents ont guéri, entre guillemets, au cours de la période d'observation, ce qui est un taux de succès très élevé si on considère que c'est des incisives traumatisées. Il y a eu même des intrusions, des avulsions, etc. Excellent résultat à mon avis. Une autre étude, rétrospective cette fois, une étude très importante. En effet, c'est la première étude qui s'est penchée sur l'intervention de type apexification, revascularisation et qui les a comparées grâce à des protocoles standardisés, normalisés. Et jusque-là, toutes les autres études étaient très hétérogènes. Il y avait différents protocoles, chacun traitait les dents de façon différente. Là, au moins, ils ont suivi le même protocole. Et quels sont les résultats ?
Dans le groupe ayant subi une régénération, le taux de succès était de 80%, et puis les 20% restants, il y avait soit une absence de douleur, et puis à la radio, les lésions avaient rétréci. Ça n'est pas différent du groupe MTA. Les résultats sont similaires. Quelle est la différence? J'aimerais la mettre en exergue. Taux de rappel, 77%, c'est très bon, c'est difficile généralement de faire revenir les patients, mais l'étiologie est différente. Dans le groupe régénération, on avait plus d'évagination dentaire par opposition au groupe MTA. Vous avez la moitié des cas qui étaient de traumatisme. Donc moi, c'est le nez, je vous les présente. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ces résultats, vous dites « Oh, mais c'est génial !» La revascularisation, la régénération a d'excellents résultats. Les évaginations denses, les évaginations dentaires semblent avoir de meilleurs résultats que les dents traumatisées. Et la différence pourrait être due à l'étiologie. Autre étude qui vient de l'Université de New York. Vous voyez, une étude rétrospective sur 19 cas. Alors, la différence, c'est que le groupe revascularisation-régénération avait plus de 3 fois plus de traumatisme. Donc, c'est le contraire de l'étude précédente. Et vous pouvez le constater ici à l'écran. S'agissant de la cicatrisation et de la survie, ces chiffres sont inférieurs à la colonne apexification. L'étiologie est différente. Ici, dans cette situation, les dents avaient été gravement traumatisées et ont été attribuées au groupe revascularisation par opposition au groupe MTA. Cependant, 80%. Pour moi, c'est un taux de succès qui est plutôt très bon. Conclusion. Les résultats sont comparables, mais pas supérieurs. Très bien. Voici une étude égyptienne. Une étude prospective randomisée. La toute première, une étude de petite taille, 12 patients dans chaque groupe, mais il y avait 3 groupes différents. Donc, un groupe apexification à base de MTA, deuxième groupe revitalisation et troisième groupe facteur de croissance plus matrice. Donc, le taux de succès, si on se penche uniquement sur le taux de succès, 100%, 92%, 83% respectivement. Donc, ce groupe dont le taux de succès est de 92%, le groupe du milieu, excellent résultat. Alors, qu'a fait cette équipe? Elle a mesuré la densité des lésions apicales à la radio au fil du temps grâce à un protocole normalisé et on constate que la radiotransparence baisse et la radiopacité augmente au fil des mois. Cela montre que ces lésions, l'aspect cinétique de la lésion évolue. Donc, il y a une évolution, il y a une densité plus importante à la radio. En synthèse, si on se penche sur toutes ces études, vous voyez tout à droite, l'apexification, les études sur l'apexification et le taux de guérison ou de cicatrisation. Et puis à gauche, la régénération, ou plutôt les études en la matière. Si on se penche sur les moyennes, on voit pratiquement le même chiffre. Donc, on a affaire à des patients jeunes, en bonne santé. Et si on maîtrise l'infection, les lésions vont disparaître, vont guérir. Qu'en est-il de la survie? La survie, c'est très peu étudié dans la littérature parce que ça prend du temps. C'est chronophage. Et comme Thomas l'a dit, généralement, on n'a pas assez de recul. La seule étude qui s'est penchée là-dessus, jusqu'à présent, c'est l'étude de l'Université de Mido, en Thaïlande, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le groupe Régénération n'a un suivi que de 18 mois, donc 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on constate? Vous avez un taux de survie de 100%. Pour le groupe Régénération, perte d'une dent, traitée au MTA, et 4 pertes dans les autres groupes. Donc, l'hydroxyde de calcium, c'est une mauvaise idée de tremper la dent là-dedans pendant trop longtemps. Et puis, les données in vitro le montrent bien. Au-delà de 3 mois, tout traitement aura un effet délétère sur la dentine. Donc, autre résultat, autre priorité pour le patient, l'esthétique. Ah, c'est important.
Ce qui a donné mauvaise presse à la revascularisation, à la régénération, c'est ça. Parce que, à terme, il y a coloration. Et puis, les patients sont pas contents du tout d'avoir les dents colorées. Alors, voilà ce qui se passe. On les traite lorsqu'ils sont enfants. Ils s'en fichent à cet âge-là. Et à l'adolescence, ils veulent avoir une petite copine, un petit copain, et puis on a des rendez-vous le vendredi soir, et puis ils reviennent nous voir, ils sont pas contents parce que la dent a noirci, et voilà. Donc 3 sources différentes. D'une part, l'utilisation de pâtes antibiotiques. Deuxièmement, le recours au MTA comme barrière coronaire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention du docteur Camilleri hier. C'était excellentissime. Donc elle en a parlé. Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a une coloration au MTA. Peu importe quel MTA vous utilisez, il semble y avoir coloration systématique. Et puis ensuite, le saignement dans la zone esthétique. Donc parce qu'il y a un mélange d'hémoglobine, de fer, etc. Et puis ça va tacher, entre guillemets. Mais ce n'est pas inévitable. Vous pouvez utiliser de l'hydroxyde de calcium au lieu d'utiliser un médicament, un antibiotique. Vous pouvez utiliser des matériaux pro-minéralisants qui ne colorent pas, comme par exemple la biodentine. Je n'ai pas d'accords commerciaux avec qui que ce soit, mais la biodentine a été utilisée dans ce cas bien précis. Donc, le rappel à 1 an, pas de coloration. Et on a une série tout entière de cas de ce type, et puis la littérature le montre de plus en plus, la biodentine n'entraîne pas de coloration. Et ça fonctionne aussi bien que le MTA, s'agissant de la bioinduction. Donc c'est un excellent matériau. Puis il y a d'autres possibilités également. On peut également coller la chambre pulpaire, assurer une adhésion avec un adhésif pour empêcher cette coloration coronaire. Donc ça minimise un petit peu les dégâts. Voilà, donc vous avez différentes solutions pour régler ce problème esthétique qui est un véritable souci pour le patient. Maintenant, les priorités du clinicien. En 2009, on a élaboré une méthodologie pour aligner numériquement les radios et faire des mesures grâce à un logiciel qui est disponible en ligne gratuitement. Et vous pouvez aligner ces radios, normaliser et faire des mesures. Donc, c'est utilisé de façon très courante dans la littérature. Ça fonctionne comment? Je vous le montre. Ces 2 radios n'étaient pas alignées. Et maintenant, on les aligne. Maintenant, on peut les comparer grâce à l'alignement numérique des radios. Et on peut effectuer des mesures. Les cas qui nous sont soumis, parfois on a 46 cas différents. Et donc on examine la situation, on évalue le résultat s'agissant de l'élongation, c'est-à-dire le gain en longueur de la racine, mais également l'épaisseur dentinaire. Donc le groupe traité par revascularisation à gauche et puis à droite la plexification. Puis ensuite vous avez la dévitalisation conventionnelle. Voyez, ces modalités, revascularisation, induisent ce type de résultat en termes d'élongation et d'épaississement radiculaire. L'étude de l'université thaïlandaise, eh bien, cette étude a utilisé ces mêmes mesures dont j'ai parlé. Donc, en termes de largeur, le gain était de 25%, contre 1,5% pour l'apexification avec utilisation d'hydroxyde de calcium. L'élongation, 15%. Il s'avère que pour l'élongation, il faut attendre beaucoup plus longtemps. 1 an et demi. Il faut attendre au moins 3 ans avant que la racine ne se rallonge. Voilà, donc ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, l'étude égyptienne, le pourcentage de guérison. Mais vous avez également le gain en termes d'élargissement de la racine, la revascularisation au cours des mois de suivi. On constate un gain linéaire s'agissant de la largeur radiculaire, mais également de la longueur radiculaire au fil du temps. Donc, même grâce à des méthodes quantitatives, on le constate chez le patient. En synthèse, on s'est penché sur toutes ces études qui ont quantifié les différents groupes. Ici, le groupe régénération, et ensuite l'apexification. Pas de modification ici, mais vous avez une modification là. Donc c'est très, très clair. Donc un groupe belge a élaboré une technique qui, à mon avis, est très astucieuse. Vous utilisez un cone beam
et ça vous donne le volume. Vous pouvez exporter les données dans un logiciel tiers et vous pouvez effectuer des mesures volumétriques. Et depuis, on a soumis des cas à ce groupe belge et ils font les mesures pour nous. Ils s'occupent des mesures. Donc, on a un gain de 28 mm3, plus ou moins 10,5 mm3. Donc, on peut mesurer le volume dentaire, le volume radiculaire. Donc, ce cas a été traité, les mesures ont été effectuées, vous les voyez à droite. Vous voyez la région de la dent qui a subi ce gain, que ce soit en vestibulaire, en lingual ou en coronaire, c'est très sympathique comme résultat. Donc, un cas, qui appartient au docteur Nikita Ruparel, vous voyez la paroi dentinaire très fine, l'ouverture de l'apex. Alors, juste après l'intervention, la radio a été prise et un mois plus tard, à 5 mois, à 12 mois et à 30 mois. Et le résultat au test électrique pulpaire est positif. Donc, calcification du canal, mais également bonne édification radiculaire. Elle émule un petit peu la molaire adjacente. Donc, très bon résultat. On a soumis le cone beam. On a fait un cone beam avant l'intervention, ensuite à 2 ans et à 4 ans. Et on a soumis ces cone beam au groupe belge qui a effectué les mesures et vous avez le gain volumétrique entre les deux radios. Donc, avant intervention, à 1 an et à 4 ans. Mais également le gain en longueur au même point temporel. Donc, du point de vue volumétrique, on constate que ces racines s'allongent et s'épaississent. Donc, elles gagnent en volume et elles se renforcent. Il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser à l'avenir pour mesurer les résultats obtenus sur ces cas. Voici une idée très intéressante qui nous vient du Minnesota. L'utilisation de l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, qui peut nous permettre de pénétrer la dent et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Énorme avancée technologique, car ça n'est pas destructeur, et on a la visibilité des tissus mous, les vaisseaux sanguins, la circulation sanguine, etc. Et cette technologie peut s'avérer extrêmement utile. Le docteur Nakashima, au Japon, a mené cette étude sur les chiens, donc elle a induit une revascularisation ou une régénération chez le chien, et avant l'extraction des dents, elle a fait un IRM. Et on constate les tissus pulpaires, les tissus mous qui vont jusqu'au bout et qui touchent pratiquement la barrière en MTA, la barrière coronaire. Donc, à l'avenir, ça peut être utilisé s'ils arrivent à fabriquer des aimants suffisamment petits pour pouvoir les apposer aux dents. Mais il faudrait déjà que les magnets, que les aimants existent et soient disponibles. Autre priorité pour le clinicien, la vitalité, la réaction. En termes de vitalité, dans la moitié des cas signalés, il y a une réponse en termes de vitalité. Et ce sont les mêmes chiffres que l'on constate à San Antonio. On a fait une analyse rétrospective sur 78 cas et on a environ 50% des cas qui présentent une réponse en termes de vitalité. Le mécanisme a été publié d'ores et déjà. C'est la science sous-jacente à ce qu'on appelle l'innovation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails biologiques, le pourquoi et le comment, mais on a étudié de quelle façon on pouvait améliorer le système. La nociception, c'est fondamental, parce que les patients ont des réflexes. Et ces réflexes vous montrent qu'il y a des dégâts au niveau de la dent. C'est comme ça que la dent survit. Vous posez la question, vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi la dent est l'organe du corps humain qui a le plus d'innervation? Eh bien, c'est une pression évolutionnaire. Il est important de maintenir, d'entretenir sa dentition. Parce que dans la nature, un animal qui n'a pas ses dents est un animal condamné. Nous, on utilise nos dents pour mâcher, parfois pour mordre son adversaire. Mais lorsqu'on mâche dans un hamburger, il y a moins d'efforts à faire que si on croque dans de la viande crue. Donc, au départ, c'était une question de survie.
Maintenant, le troisième niveau de priorité, fondé sur la science. Quel type de tissu se forme? Est-ce qu'on parle du film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction? S'agit-il là d'une fiction pulpaire? Là est la question. Il y a des études très astucieuses qui montrent que la régénération pulpaire est en fait possible. Une étude ici du docteur Nakashima, une véritable pionnière, et cette étude chez le chien, eh bien, a été l'occasion pour elle de transplanter des cellules souches sélectives dans une matrice en collagène, et la régénération pulpaire a été totale chez le chien, avec des cellules qui s'apparentent à des odontoblastes, mais qui n'en en sont pas. Mais ça y ressemble, ça a toutes les apparences d'un odontoblaste, avec circulation, etc. Autre étude du docteur Jacques Nord, qui habite au Michigan, il a utilisé ce modèle avec une matrice et transplantation chez des souris immunodéprimées. Alors, étude très intelligente parce qu'il a injecté de la tétracycline. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la tétracycline? Ça s'incorpore à la dentine, ça colore la dentine, et donc il a pu montrer ces différentes strates, ces striations, entre guillemets, entraînées par la coloration sur les 3 mois qu'a duré la greffe. Donc c'est assez intéressant, c'est astucieux, ça permet de montrer la formation de dentine. Ici, un cas qui vient de New York, et c'était au départ, les tissus étaient vivants. Donc pulpite, revascularisation, quelques semaines plus tard, fracture, il faut extraire la dent. Voyez, la gaine de Hertwig, les cellules, les odontoblastes sur la paroi, très bel aspect, tout a l'air parfait. On peut s'y attendre, on ne s'attend pas à une infection. C'est la principale différence entre les études animales et le type de situation auquel on fait face dans notre clinique. L'infection, c'est un défi à relever. Donc si vous la maîtrisez, cette infection, voilà. Car si l'infection demeure, rien ne fonctionnera. En même groupe, cas différents, traité à base de régénération ou de revascularisation, à tous égards, excellent succès, disparition de la douleur, mais fracturation, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de restauration coronaire. Aux États-Unis, on protégerait sa dent grâce à une couronne. En Europe, je ne sais pas, mais une dent comme ça, s'il n'y a pas de couronne, elle n'est pas protégée. Et donc, fracture, étude histologique, ça ne ressemble pas à de la pulpe. Vous avez des tissus sémantoïdes, des tissus ostéoïdes, avec des îlots osseux en plein milieu. Mais, du point de vue clinique, le résultat est bon. Donc, un cas qui nous vient d'un groupe belge. Très bonne caractérisation histologique du cas. Traitement à base de régénération. Bonne guérison de la parodontite, vous avez formation d'un pont, mais il a fallu extraire la dent pour des raisons d'orthodontie. Les orthodontistes adorent extraire les prémolaires. Donc, la vérité a surgi, analyse histologique, excellent travail ici. Jusqu'à présent, c'est la meilleure description des tissus. Donc, vous avez le desmodonte, ici, de l'ostéodontine. C'est pas simplement du sément, c'est un tissu minéralisé. Ça n'est pas exactement de la dentine, ça n'est pas du sément, c'est entre les deux. C'est entre la dentine, c'est entre la morphologie dentinaire et la morphologie osseuse. C'est ce qui forme lorsque vous faites un coiffage pulpaire direct. Et ça se forme ici. Donc j'ai une question à vous poser, une question à l'intention du public. Pourquoi est-ce acceptable d'avoir une passerelle minéralisée ostéodentinaire pour la pulpotomie, mais pas ici? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié le cône. On est passé du nord de Paris au sud de Paris. Quelle est la différence? Il faut y réfléchir. En synthèse, si on se penche sur les résultats histologiques, on s'aperçoit il y a différents tissus qui se forment, mais ce n'est pas de la pulpe.
il y a des nerfs, il y a des vaisseaux sanguins, il y a de l'ostéodontine, etc. Il y a différents niveaux tissulaires, mais c'est pas de la pulpe. Donc le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Faut-il être content? Faut-il être satisfait? Faut-il être insatisfait du résultat? Question très importante. Car nous voyons ça tout le temps. Ça, c'est une dent traumatisée que j'ai dû traiter parce que mon ami, ça c'est la dent de mon ami, n'aimait pas la couleur de sa dent. Et j'ai dû faire donc un traitement endocanalaire ici. Alors, quel est ce tissu qui a été formé ici? Vous avez une idée? Eh bien, ce sera aussi de la dentine. Mais c'est pas la dentine régulière. Ça, c'est aussi de la dentine et c'est le résultat du traumatisme. Qu'en est-il ici avec une pulpotomie complète? On a donc ce pont minéralisé. Là aussi, c'est de la dentine. Et là, avec un résultat clinique hautement réussi. Donc, eh bien, la nature du tissu devrait conduire la science et pas la décision clinique. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée ici avec une réparation plutôt qu'une régénération endodontique guidée. Et donc, on fait des choses de façon intentionnelle qui vont se solder par une très bonne réparation pour le patient qui est cliniquement acceptable. Donc, la signification clinique de la l'éthologie tissulaire, l'oblitération du canal pulpaire est une constatation commune à la suite d'un traumatisme. Environ 91,5% des dents qui ont subi ce type d'oblitération n'ont pas besoin d'intervention endodontique. Et les constatations histologiques montrent qu'en fait, cela est l'effet également sur la dentine. Vous voyez ici une étude de Rikuchi montrant également que ce produit reminéralisé est une dentine tertiaire. Pour les biologistes de la pulpe, ce n'est pas vraiment de la dentine. C'est un pont minéralisé, un point c'est tout. Bon, alors après ça, les gens peuvent se battre sur les définitions, mais ils peuvent passer des heures à parler des odontoblastes. Mais là, ce ne serait pas classifié vraiment comme de la dentine. Donc, j'ai trouvé que j'ai découvert ce papier dans un journal international, International Journal of Fatigue. Cet auteur, Arola, a passé toute sa carrière à regarder les tissus durs et leurs propriétés mécaniques. Et vous voyez ici que ce soit l'os, le sément, la dentine, les propriétés mécaniques sont en fait à peu près les mêmes. Si on veut rendre les dents plus fortes et qu'elles survivent, ces différents tissus ont des propriétés mécaniques semblables. Et peut-être que ça devrait nous satisfaire. Mais dans la médecine régénératrice, et ça fait des années qu'on étudie cela, qu'on étudie, qu'on fait croître, on développe des organes en laboratoire. Et là, ils ont des procédures plus avancées que ce que nous faisons, nous, dans notre discipline. Voici la définition, d'après eux, de ce qu'est la médecine régénératrice. Réparer ou remplacer. Donc, ils ont un point de vue un peu plus réaliste de la situation, mais je ne pense pas que nous nous différons là-dessus. Je pense tout simplement que les cliniciens, sur la base de leur propre biais, essayent de déformer les choses en vue de guider la décision vers une issue ou une autre. In fine, le patient doit être volontaire pour subir une telle intervention. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ce n'est pas fini une fois pour toujours. En conclusion, on a donc, avec ce type de procédure, des résultats qui sont orientés sur le patient, basés sur le patient, des résultats qui relèvent du jugement du clinicien et des jugements qui sont importants et qui relèvent du jugement du scientifique. On va certainement avoir de bons résultats cliniques avec la méthode que j'ai suggérée, des meilleurs résultats cliniques qui sont meilleurs pour nos patients. Donc, comme avantage, eh bien, on peut dire que ces procédures endodontiques régénératrices font la promotion ou encouragent la cicatrisation
et les tissus vascularisés sont immunocompétents. Les cellules souches recrutées sont elles-mêmes immunocompétentes. Ce traitement, ces procédures permettent le rétablissement des réponses de vitalité. Et ce n'est pas un traitement qui est fini une fois pour toutes. Si ils échouent, on peut passer ensuite à l'apexification alors que le contraire n'est pas vrai. Et on fait avancer les choses en tant que spécialité grâce à cette procédure. Les inconvénients maintenant, puisque rien n'est parfait, les facteurs prédictifs de développement radiculaire sont inconnus. Lorsque l'on fait cette procédure, je ne peux pas dire, regardez tel patient et lui dire, ah, vous, votre racine va se développer de l'ordre de 30%. On a davantage de sciences cliniques et d'essais cliniques pour pouvoir arriver à définir cela. Eh bien, il y a quelquefois un déplacement, un mouvement des parties mobiles. Ensuite, ces procédures nécessitent des suivis plus fréquents. Elles nécessitent un suivi plus long pour évaluer le développement radiculaire. Ensuite, il y a des contre-indications. Et en fait, je pense que si la dent est vivante, on devrait pratiquer donc un coiffage de la pulpe ou une pulpotomie. Dans le cas contraire, eh bien, des procédures endodontiques régénératrices devraient être essayées. Si le patient, bien évidemment, veut donner son consentement là-dessus. Et puis, il doit toujours y avoir un bon suivi. Et s'il y a un manque de bons résultats chez le patient, ou bien mobilité, et une fois que vous avez utilisé donc la régénération guidée, tissulaire guidée ou autre, ou saignement, à ce moment-là, vous pouvez passer à l'apexification. Voilà, je viens du Texas et je voulais vous montrer ce cow-boy ici, qui est un scientifique. Elle a une superbe femme dans la diligence, mais la diligence est emballée. Donc le scientifique se dit, eh bien, je vais sauter depuis ici jusqu'à ce cheval suivant, et puis je vais faire ceci, faire cela. Et le clinicien, lui, il est plus pratique. Et nous, en général, on est un peu plus draconien dans nos mesures. Donc je pense qu'entre ces deux extrêmes, on devrait peut-être trouver notre pratique. Merci de votre attention. So many thanks. So we receive. Bien. Alors, nous avions bien sûr reçu beaucoup de questions à votre intention. Vous êtes nombreux à vouloir des détails sur le protocole mis en place. So if we go back to. Go ahead. Donc, on doit revenir au protocole que vous avez utilisé, puisqu'on a beaucoup de questions à cette intention. Donc, étape par étape, on a une question sur l'hypochlorite de calcium que vous utilisez. Pourquoi vous utilisez ce pourcentage élevé de 1,5 %? Eh bien, je savais que cette question allait être posée. C'est le genre de question que l'on à laquelle on néglige de répondre pour que les gens puissent poser des questions après. Eh bien, on travaille sur ce produit depuis 2007. On a donc recueilli beaucoup d'études là-dessus, se penchant sur les différents protocoles à utiliser. Pas seulement avec l'irrigation, mais dans le cadre de médication. Nous avons publié une étude dans le journal d'orthodontique en 2012 et il se révèle que si vous utilisez l'hypochlorite à 6%, concentration maximale, vous dénaturez les facteurs de croissance sur la dentine. Et même après qu'on enlève la dentine, lorsque les cellules sont en contact avec le produit, il y a une réduction de la survie de ces cellules. Et c'est pratiquement impossible d'arriver à une différenciation odontoblastique. Donc, si vous diminuez la concentration jusqu'à 1,5 % et vous avez de l'EDTA à 17 % en plus de cela, comme dernière étape du processus, vous arrivez au taux maximum de différenciation et de survie des cellules arrivent au contact de la dentine.
Voilà la raison pour laquelle nous choisissons cette concentration. C'est basé sur la biologie des cellules souches. Un grand nombre de questions maintenant concernant les antibiotiques. Et aussi parce qu'en France, ce n'est pas légal et disponible. Ah oui, donc ça c'est une très bonne question. Parce que ça, c'est polémique, ça prête à controverse. Lorsque les premiers cas initiaux ont été publiés, ils utilisaient toutes la monocycline, le superfluoroxine et métronidazole, donc triple antibiothérapie. Et ensuite, on a pensé qu'il fallait utiliser ce triple antibiothérapie afin d'arriver à une réussite du traitement. Mais si vous regardez la littérature, dans la moitié des cas dans la littérature, sont traités avec un hydroxyde de calcium. On a fait une expérience, on a montré que le traitement antibiotique est délétère pour les dents. Et les cellules ne survivent pas à l'antibiotique parce qu'il est non spécifique. Il tue les cellules hôtes également, à moins qu'il ne soit utilisé sous forme de dilution. Et la dilution devrait être 1 mg à 10 mg par millilitre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une pâte, c'est plutôt sous la forme de solution. Donc, la triple antibiothérapie n'est pas nécessaire pour le succès de la procédure de régénération. Et autre chose qui est très importante, l'infection de ces dents n'est pas différente que des dents matures. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des antibiotiques dans tout traitement endocanalaire dans ce cas-là? C'est la même infection à laquelle on assiste. Très bien, c'était très clair. Une question en ce qui concerne le test. Le type de test que vous utilisez, électrique ou bien thermique? Le test à froid ou thermique? Eh bien, on utilise les deux types de tests, les tests électriques et autres, et les tests thermiques. La moitié soit répondent à l'EPT ou au froid. On analyse quel est le test à une réponse positive, mais ça dépend de l'épaisseur du biomatériau qui est placé lors de la restauration. Si nous avons une épaisseur épaisse, le froid ne se traduit pas jusqu'au fond. Mais les courants électriques, oui. Et le courant électrique active les canaux calciques, les canaux sodiques, excusez-moi, dans le nerf. Alors, si votre test électrique est négatif, est-ce que vous faites le traitement endocanalaire à ce moment-là? Non. Je crois qu'une fois de plus, si vous n'avez pas de réponse au test EPT, et dans la moitié des cas, il n'y aura pas de réponse au test EPT parce que l'épaisseur de la restauration ou d'autres facteurs ayant trait au patient interviennent. Donc, s'il y a une absence de maladie, les résultats, c'est toujours important de penser au patient, de placer le patient au cœur de tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas d'infection? Est-ce qu'il n'y a pas de douleur pour le patient? Et tout va bien à ce moment-là, pas besoin de traitement endocanalaire. À moins que la situation ne change. Et la situation du patient change, la situation de ses dents change. À ce moment-là, on peut passer à un traitement endocanalaire. Quel type de membrane est-ce que vous utilisez? Membrane au collagène. Collagène de type 1. Ça s'appelle Colortype. C'est un produit fourni par Zimmer. Une fois de plus, je ne vends pas le produit. Je ne suis pas là pour vendre le produit, mais c'est celui que nous avons dans notre cabinet. Membrane de collagène de type 1. Tirée de quel animal? Ah, bonne question, je ne sais pas ça.
Je crois que c'est d'origine porcine. Une question? Non? Pour les comparaisons des radios, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel? Eh bien, c'est fait avec ImageGJ. Et il est important d'avoir un plugin qui s'appelle TurboRed, un périphérique que l'on rajoute. Et il y a 2 logiciels. Avec ces 2 logiciels, on peut aligner les radios et arriver à une décision. J'ai vu une bonne question sur la dentine et sa formation. Oui, on va faire cette question, mais tout d'abord, quelqu'un demande s'il y a une limite en termes d'années pour pratiquer cette procédure, cette intervention. En termes d'âge, est-ce que les cellules souches sont les mêmes chez un enfant plus âgé? Mais je ne vais pas aller jusqu'à dire que ceci devrait être fait dans les patients âgés, ou les patients très adultes en tout cas. Mais il y a plusieurs cas de patients jusqu'à l'âge de 35 ans, par exemple, dans la mesure où il y a un apex ouvert sur où on peut pratiquer cela. On sait qu'il y a des cellules souches dans la lésion elle-même, donc on peut quand même avoir les résultats adéquats dans la mesure où l'apex est ouvert. On a un papier qui est sous presse à l'heure actuelle dans le Journal of Endodontics. On regarde les différents âges et la largeur du foramen selon l'âge. Il se révèle que l'âge est important, mais la largeur du foramen est encore plus important que l'âge. Si vous avez un apex ouvert, à ce moment-là, vous avez des résultats bien meilleurs dans une courte période de temps. Parce que l'essai que l'on a fait, on a utilisé le PCT en Égypte et j'ai collaboré avec cette étude. On a fait des mesures, mais c'était avec un suivi très court. On a donc des résultats meilleurs, plus rapides lorsque la personne est jeune et que l'apex est vraiment ouvert. Alors, si ça ne marche pas, quel serait le traitement endodontique à ce moment-là? Est-ce que vous utiliseriez du MTA? Ou bien on essaiera d'identifier la raison pour laquelle les choses ne marchent pas, n'ont pas fonctionné. Et on me pose souvent cette question lorsque je présente ces cas. Et c'est pas un peu comme les thérapies de... Alors, c'est un peu comme un échec de traitement canalaire qui se passe dans 10% des nécroses pulpaires. Mais si nous... des nécroses, mais s'il y a un échec, c'est parce qu'il y a une infection qui persiste, parce que les résultats du patient ne seront pas bons. Vous aurez une infection, vous aurez une tuméfaction ou vous aurez de la douleur. Et donc, il faut désinfecter la dent à nouveau. Il faut rentrer dans le système endocanalaire et voir ce qui s'y trouve. La plupart du temps, on va voir donc à ce moment-là des tissus nécrotiques et on va essayer de voir si on recommence avec cette régénération ou bien si on passe à l'apexification. Alors, on a eu des patients où on a reprocédé une deuxième fois avec le même traitement et la deuxième fois, ça a réussi. Probablement, la deuxième fois, on était plus agressif avec le désinfectant. On a utilisé donc une concentration plus importante. On est passé, on a utilisé aussi, en plus on a utilisé un antibiotique et puis d'autres modalités. Dans certains cas, le patient choisit de ne pas se soumettre à cette procédure à nouveau. Et à ce moment-là, on est passé à la pexification. Très bien, Hannibal. Maintenant, des questions en général pour les orateurs précédents. Et merci beaucoup.